Aussi. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire quand une prothèse ne va pas? Mais d'abord, qu'est-ce qu'une prothèse qui ne va pas en 2023? Je pense qu'on peut avoir trois grandes catégories d'échecs de prothèses de hanche. Il y a d'abord, comme l'a expliqué Valentin, les échecs à long terme. C'est les prothèses qui ont été bien pendant de nombreuses années et qui tout d'un coup se mettent à plus aller bien. Donc c'est les problèmes de décèlement, d'ostéolyse, d'usure, etc. Et puis il y a les complications, les fractures périprothétiques, les instabilités, les infections. Alors ces deux grandes catégories, finalement, posent avant tout un problème thérapeutique. Le problème diagnostique est relativement modéré. Et à côté de ça, il y a une troisième catégorie, c'est les prothèses qui n'ont jamais été vraiment bien. Les patients qui ont toujours gardé des douleurs, une gêne, enfin c'est les patients insatisfaits par leur prothèse. Et ça pose avant tout un problème diagnostique, et c'est là-dessus que je préférerais me pencher avec vous. Et alors paradoxalement, les succès de la prothèse de hanche, malheureusement, n'ont pas supprimé le taux de patients insatisfaits. Au contraire, maintenant les patients pensent que la prothèse de hanche, c'est 100% de hanches de 20 ans. Mais non. Et dès qu'il y a le moindre petit problème, ils sont insatisfaits. Et d'ailleurs, il y a quelques années, nous avions analysé la satisfaction d'une série consécutive de 1200 prothèses non compliquées, qui allaient parfaitement bien, corail avec couple céramique-céramique. Ils allaient tous bien, et on était plutôt content d'avoir un taux de satisfaction de 92% des patients. Mais 92, c'est-à-dire qu'il y en a 8% qui ne sont pas satisfaits. Et puis, quand on regarde de plus près, il n'y en a que 67% quand même qui ont coché qu'ils étaient très satisfaits. Ça veut dire que quand même, il y a un grand nombre de patients qui ne sont pas 100% satisfaits de leur prothèse de hanche. Et donc, là, toute la difficulté est qu'est-ce qu'on fait quand un patient est un peu insatisfait? Alors, on peut lui dire, bien sûr, ma prothèse est parfaite, je ne veux plus vous voir, mais ça ne marche pas tellement bien, il vaut mieux faire des investigations avant que votre patient aille voir votre meilleur ami, parce que c'est là que les problèmes commencent. Alors quand on veut analyser ça, il faut d'abord passer du temps à analyser l'histoire du patient. Il faut avoir les radiographies d'avant la prothèse. Il faut analyser le compte-rendu opératoire. Il faut savoir quel est le type de prothèse qui a été posée, quel est le type d'approche, parce que chaque approche, chaque prothèse a des inconvénients qui lui sont propres. Donc il faut avoir une connaissance de ça. Il faut faire un examen clinique qui ne doit pas se contenter de regarder le patient allongé sur une table. Il faut le regarder marcher, parce que c'est là, en dynamique, qu'on diagnostique réellement les anomalies de longueur, d'offset, etc. Il faut analyser la localisation de la douleur, et puis toujours rechercher une douleur intriquée d'origine rachidienne, et Dieu sait si c'est difficile. L'analyse radiographique est fondamentale, bien sûr, mais il faut se pencher sur l'analyse des radios dans le temps et de l'évolution des radios, car beaucoup d'anomalies apparaissent progressivement au bout de plusieurs années. Et puis, en cas de prothèse de hanche douloureuse, il faut toujours faire un bilan de base qui me paraît obligatoire, c'est une scintigraphie osseuse, un scanner et un bilan biologique. Et puis, dans certains cas, on fait des investigations plus sophistiquées. Alors, la scintigraphie osseuse reste un examen qui est fondamental, qui doit être fait devant toute prothèse de hanche douloureuse, parce que souvent, on ne voit pas grand-chose sur une prothèse douloureuse, et c'est simplement la scintille qui montre les anomalies et qui fait comprendre que la douleur, elle n'est pas dans la tête du patient. De même le scanner. Mais le scanner, il ne faut pas se contenter de regarder les clichés que donne le radiologue. Parce que souvent, c'est ils font des coupes obliques, de travers. On n'a jamais la tige dans son entièreté. Donc, personnellement, je passe toujours du temps à faire des reconstructions multiplanaires pour avoir des vraies coupes dans l'axe de la tige. Et puis quand on regarde les examens, il faut penser global. Vous voyez, ça c'est un patient qui a eu une vieille prothèse sur mesure, qui a surrestauré l'offset, qui au bout de 15 ans, elle est très bien, puis au bout de 15 ans, il m'a envoyé par son rhumatologue pour un décèlement et pour un changement de prothèse. La radio, pas très démonstrative, la scintille fixe rien, donc je suis allé revoir la radio, puis finalement sur la radio, on voit qu'il y a des petites calcifications là-devant, donc il a eu un scanner, puis sur le scanner, on s'aperçoit que l'artère fémorale est quand même pas en très bon état. Sur l'échodoppler, il avait 80% de sténose de l'artère fémorale, le chirurgien vasculaire l'a désobstrué, et les douleurs ont disparu. Donc il faut regarder ce qui est autour de la prothèse. Alors quelles sont les 5 grandes causes de douleurs résiduelles après prothèse de genou, sans que ce soit évident sur les radios? La première cause, particulièrement avec l'explosion des prothèses non cimentées, c'est le défaut d'ostéo-intégration. C'est pas vraiment les décèlements, c'est des micro-mouvements, vous voyez, les petits micro-mouvements, les prothèses qui bougent un peu, qui entraînent des douleurs et qu'on voit pas très bien sur les radios. Là, le diagnostic est difficile.
Et pour moi, il y a 3 critères. Il y a premièrement l'apparition de signes radiologiques, des lignes réactives, des liserés, ou une positivité de la scintigraphie, ou une cause mécanique favorisante. Et quand on a plus de 2 de ces facteurs, on est à peu près sûr qu'il y a un problème d'ostéo-intégration. Alors ces facteurs favorisants, c'est quoi? C'est tout d'abord et avant tout le sous-dimensionnement prothétique. Et on sait bien que lorsqu'une prothèse est trop petite, eh bien, petit à petit, mais il faut parfois des années pour que les signes radiologiques apparaissent. Et d'ailleurs, dans le registre britannique, il a bien été montré que la prothèse corail, les toutes petites tailles ont plus d'échecs et plus de reprises que les autres tailles. Mais c'est pas parce que les petites tailles sont intrinsèquement mauvaises. C'est parce que dans un grand nombre de cas, quand on a mis une petite taille, c'était une erreur. Parce qu'on avait, la prothèse était en varus, ou parce qu'on avait peur de casser le fémur, voilà. Mais c'est en tout cas parce que la prothèse était sous-dimensionnée. Le problème des tiges bloquées en bout de tige, particulièrement dans les fémurs d'or A, ou avec les tiges cylindriques, entraîne une prothèse fixée par la pointe et qui va continuer à vibrer, voire osciller en proximal. Et ça, c'est des sources de douleur. Et souvent, il y a une association, ce qu'on appelle la triple faute. C'est la tige en varus, sous-dimensionnée, avec un offset excessif. Et ça, c'est l'association malheureuse qui va entraîner des douleurs, et il faut des années pour qu'apparaissent un liseré, des lignes réactives, etc. Et ça a été parfaitement bien démontré dans l'étude que nous avions faite sur la série de David Beverland en Irlande. En dehors de ces micro-mouvements, le conflit entre le bout de la tige et le fémur peut être douloureux lorsque c'est des prothèses à réhabilitation proximale, parce que c'est le mouvement entre la queue de la tige et la corticale qui fait mal. Une prothèse tout ostéo-intégrée, comme une corail ou autre, n'entraîne pas de douleur s'il y a un peu de varus. Mais dès que c'est une prothèse à réhabilitation proximale, le contact est douloureux. La troisième grande cause de douleur, c'est les conflits avec le psoas. Tout le monde le sait, on en parle beaucoup, on ne va pas insister dessus, et tout le monde sait que le débord antérieur de la cupule est extrêmement nocif, entraîne des douleurs, et là, on a beau changer la cupule, il n'y a pas d'autre choix que de aussi désinsérer le tendon du psoas. Et ce qui est trompeur, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un débord prothétique pour avoir un syndrome du psoas. On peut avoir des syndromes du psoas même sans débord, et tout particulièrement lorsqu'il y a des ossifications résiduelles. Et chez ce patient, les ossifications, l'ablation a entraîné une disparition des douleurs. Le conflit entre la cupule et le col n'est pas une vue de l'esprit, c'est des causes de douleur assez classiques, souvent méconnues, même sur des radios qui n'étaient pas très démonstratives initialement. Et puis finalement, une grande cause de douleur résiduelle après prothèse de hanche, c'est la faillite qu'on a eue à restaurer l'anatomie native. Et on sait que pour une prothèse de hanche aille bien, il faut restaurer l'architecture native de la hanche. On sait bien qu'un offset insuffisant va entraîner une boiterie, une insuffisance musculaire et souvent des douleurs, bien sûr aussi des luxations. Mais l'inverse est encore pire. Un offset excessif entraîne des douleurs extrêmement mal tolérées par le patient. Et puis bien sûr, excès d'offset plus rallongement, alors là, c'est l'association la pire, et ça, c'est extrêmement douloureux. Et nous avons montré, il y a quelques années, que l'augmentation d'offset est douloureuse parce que ça augmente énormément les tensions dans les fibres antérieures du moyen et du petit fessier, ce qui explique la marche en abduction-rotation interne et la gêne fonctionnelle des patients. Il y a toujours la question, doit-on restaurer l'offset acétabulaire? C'est une ancienne question. Est-il préférable de médialiser la cupule et de compenser dans l'offset fémoral, ou de restaurer l'offset fémoral et de conserver l'offset acétabulaire? Eh bien, dans une étude récente, nous avons montré que lorsque l'on restaure l'offset acétabulaire, le Fogot-Engine score est amélioré par rapport à des cupules trop médialisées. Donc, en conclusion, l'analyse de l'échec d'une prothèse de hanche et d'une manière générale l'arthroplastie de hanche, c'est la revanche de l'anatomie. Il faut comprendre l'anatomie, comprendre l'architecture native du patient et avoir une analyse précise pour restaurer ça avec la prothèse. Et la démarche inverse est vraie en cas de prothèse douloureuse. Merci de votre attention.